Le léger soleil du matin traversait les pins ancestraux, projetant de longues ombres sur le porche en bois de la station de garde forestière. Mais le calme habituel de l'aube fut brisé par un son que John Williams n'avait pas entendu depuis des mois. Les aboiements désespérés et urgents de Max. John leva les yeux de son café, le front plissé. Max se tenait à la lisière de la forêt, son puissant corps de berger allemand tendu comme un arc. Ce n'était pas le comportement joueur d'un chien en quête d'attention. Non, John reconnut cette posture issue de l'ancienne vie de Max en tant que chien de la brigade K9. C'était l'attitude d'un chien qui venait de faire une découverte capitale. « Max, qu'est-ce qu'il y a, mon grand ?» appela John en posant sa tasse. Max aboya à nouveau, plus frénétiquement cette fois, puis courut sur une dizaine de mètres dans la forêt avant de s'arrêter pour regarder en arrière. Les yeux du chien, ses yeux si intelligents, si pénétrants, semblaient scruter l'âme de John. Il y avait presque quelque chose d'humain dans ce regard, un frisson qui parcourut l'échine de John malgré la douceur de ce matin de mai. Max gémit, puis aboya à nouveau, tout son corps vibrant d'urgence. John en avait vu des choses en 45 ans d'existence, 15 comme membre des forces spéciales, puis 2 de plus comme garde forestier. Mais quelque chose ainsi que dans le comportement de Max lui dressait les cheveux sur la nuque. Ce n'était pas un simple chien qui trouvait un raton laveur ou reniflait un cerf, c'était autre chose. « Attends, j'arrive » lança John, tout en se glissant à l'intérieur pour récupérer son sac et sa radio. « J'arrive » À mesure qu'il s'approchait, Max devenait plus agité, tournant en rond, gémissant, puis repartant vers les arbres avant de revenir, comme s'il essayait littéralement de tirer John dans la forêt. « D'accord, montre-moi » dit John, la voix se voulant calme malgré le malaise grandissant dans son ventre. Max s'élança dans la forêt, suivant une piste invisible à l'œil humain. John se mit à trottiner derrière, ses chaussures de rangée écrasant les aiguilles de pin. Le chien faisait parfois une pause, regardant derrière pour s'assurer que John suivait, avant de s'enfoncer plus avant dans la nature sauvage. 20 minutes après le début de leur marche précipitée, le comportement de Max changea. Ses aboiements cessèrent, son allure ralentit. Il se tapissa, oreilles dressées, chaque pas devenant délibéré et prudent. Ils s'arrivèrent bientôt dans une petite clairière et Max se figea, le regard braqué sur quelque chose au-delà d'un tronc tombé. Un faible gémissement s'échappa de sa gorge, pas de l'excitation ni de la peur, mais quelque chose que John ne pouvait que décrire comme de la compassion. John avança prudemment, jetant un coup d'œil par-dessus le tronc couvert de mousse. Ce qu'il vit lui coupa le souffle. Là, blotti dans un renfoncement sous l'arbre massif couché au sol, se trouvait une petite fille d'à peine 8 ans, les vêtements déchirés et sales, le visage couvert de crasse et de larmes séchées. Elle semblait inconsciente, sa respiration faible, sa peau pâle comme si elle avait passé plusieurs jours exposée aux éléments. Mais ce qui se produisit ensuite grava cette scène à jamais dans la mémoire de John. Max, avec une délicatesse stupéfiante pour un animal de cette taille, enjamba le tronc et s'approcha de l'enfant. Les paupières de la petite fille papillonnèrent, s'ouvrant d'abord sur une terreur absolue. John se tendit, prêt à retenir Max, mais au lieu de fuir ou de crier, l'expression de la fillette changea lorsqu'elle posa les yeux sur le chien. Max s'abaissa, avançant lentement sur le ventre, essayant de paraître inoffensif. Puis allongea le cou, non pas pour renifler ou enquêter, mais pour presser doucement sa tête contre la minuscule main de l'enfant. La fillette ne parla pas et ne poussa aucun cri. Elle se contenta d'enlacer le cou de Max et de nicher son visage dans la fourrure du chien. Max tourna alors la tête vers John, et à cet instant, John jurerait avoir vu une supplique dans ses yeux canins. Une demande d'aide, de compréhension, presque de pitié. Comme si Max disait « Je l'ai trouvée, elle a besoin de nous, sauve-la ». Là, au cœur de la nature sauvage du nord de la Californie, naquit un lien entre un chien policier traumatisé et une petite fille mutique. Un lien qui allait bientôt remettre en question tout ce que John pensait savoir sur la guérison, la communication et la puissance de l'empathie silencieuse. Laissez un like et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, en précisant la ville d'où vous regardez. Et maintenant, poursuivons l'histoire. John Williams n'avait pas toujours été garde forestier. Les sillons profonds autour de ses yeux couleur acier racontaient une autre histoire, celle de champs de bataille bien éloignés de ces bois paisibles. À 45 ans, son visage buriné et ses cheveux, déjà parsemés de gris prématurés, trahissaient le poids des souvenirs qu'il portait après 15 années passées dans les forces spéciales. 2 ans plus tôt,
Il avait tourné le dos à cette vie à la suite d'une mission tragique, recherchant la solitude dans les séquoias de la Sierra National Forest, au nord de la Californie. La cabane du ranger était devenue son sanctuaire, simple, isolé et, Dieu merci, silencieux. Plus de tirs, plus d'ordre, plus de décisions impossibles. Seulement le rythme de la nature et un randonneur de temps en temps réclamant des indications. Le département des forêts avait été ravi de recruter quelqu'un avec autant de discipline et de compétences de survie, sans trop poser de questions sur les cauchemars qui le réveillaient parfois en hurlant dans la nuit. Max était entré dans la vie de John 6 mois plus tôt, lors d'une simple tournée de patrouille. John avait trouvé ce berger allemand abandonné près des limites du parc, grièvement blessé par balle. Le shérif local reconnut l'animal. C'était un ancien chien policier, disparu après une opération anti-drogue qui avait mal tourné. Il y avait quelque chose dans le regard déterminé du chien blessé qui résonna en John, comme un écho d'un autre guerrier refusant de se rendre malgré ses cicatrices. Les vétérinaires se montraient sceptiques quant à la guérison de Max, mais John sentait cette flamme combative dans le corps puissant de l'animal. Ensemble, ils s'étaient soignés mutuellement. Un homme et un animal formant une alliance improbable basée sur le respect et une compréhension muette. Depuis, Max accompagnait John partout, son flair hors pair et son intelligence devenant des atouts précieux dans les étendues sauvages. Sophie Miller, 8 ans, ne pouvait pas être plus différente de ces deux âmes endurcies par la vie. Fille du docteur Robert Miller et de la heureuse Elizabeth Miller, elle avait grandi dans la douceur, entourée de livres et d'encouragements bienveillants. Ses parents, tous deux professionnels de la santé, venaient de s'engager dans une mission humanitaire visant à offrir des soins médicaux aux communautés rurales sous-dotées. Sophie avait hérité de la finesse de trait de sa mère et de l'esprit curieux, presque analytique, de son père. Toujours à poser des questions, toujours à regarder le monde avec émerveillement, jusqu'à ce qu'il y ait 3 semaines, cet émerveillement soit anéanti dans le fracas du verre brisé et du métal tordu sur une route de montagne isolée. L'accident qui coûta la vie à ses parents ne la blessa quasiment pas sur le plan physique, mais la laissa détruite psychologiquement. Depuis ce soir-là, Sophie n'avait pas prononcé un seul mot. La petite fille vive et bavarde s'était retirée dans une coquille de mutisme qu'aucun adulte ne parvenait à percer. L'esprit de John s'emballait tandis qu'il évaluait la situation devant lui. Une enfant ne pouvait pas survivre seule très longtemps dans ce milieu. Son état témoignait de jours passés à l'extérieur, ses vêtements, jadis de bonne qualité, étaient en lambeaux, couverts de terre. Malgré la saleté et les égratignures, il remarqua sa déshydratation extrême. Lèvres gercées, yeux cernés. « Salut », fit John tout doucement en gardant ses distances. « Je m'appelle John. Je suis garde forestier. Tu n'as plus rien à craindre. Tu es en sécurité maintenant. » Seule réponse de la fillette. Elle s'agrippa plus fort au pelage de Max, les jointures blanchies à force de serrer. Ses yeux, agrandis par la crainte, parcouraient John et la forêt autour, comme si elle s'attendait à voir surgir un danger d'un instant à l'autre. Doucement, John retira sa gourde. « Tu as soif ? Ce n'est que de l'eau. » Il dévissa le bouchon et but une petite gorgée pour lui montrer l'exemple, puis tendit la gourde avec précaution. Comme si elle le comprenait, Max poussa légèrement la fillette avec son museau. Après un instant d'hésitation, elle saisit la gourde avec des doigts tremblants. John remarqua alors de vilaines marques rouges autour de ses poignets, comme si elle avait été entravée. Son estomac se noua. Non, ce n'était pas une histoire d'enfant perdu de campement. « Je dois le signaler à ma radio », expliqua John en veillant à garder une voix posée malgré l'alarme qui sonnait en lui. « Je vais demander de l'aide, ça te va ?» La réaction de la fillette fut immédiate et déchirante. Elle se recroquevilla contre le tronc, secouant la tête de façon frénétique, les yeux agrandis par la terreur. Max réagit aussitôt, se plaçant entre John et l'enfant, non pas pour menacer, mais pour la protéger. « D'accord, calma John en abaissant la radio. « On peut attendre un moment. » Il s'assit au sol, créant un peu plus de distance. « Tu peux me dire ton nom ?» Silence. Elle le fixa, puis regarda Max et reporta ses yeux sur John. « Lui, c'est Max », reprit John en désignant le chien. « C'est lui qui t'a trouvé. Il était malin, non ?» Il crut discerner un léger adoucissement dans l'expression de la fillette, pas tout à fait un sourire, mais quelque chose s'en approchant. Max remua doucement la queue en entendant son nom. « Avant, c'était un chien policier », continua John comme s'il parlait de la pluie et du beau temps. « Meilleur flair de tout le comté. Maintenant, il est à la retraite. Il me tient compagnie. » La fillette, avec précaution,
allongea la main et caressa l'oreille de Max. Le chien s'allongea près d'elle, formant une sorte de barrière de fourrure entre elle et le reste du monde. « Tu as faim ?» tenta John. « J'ai un peu de mélange de fruits secs ici. » Doucement, il sortit un petit sachet de son sac, le posa sur le sol entre eux et le poussa délicatement du bout de la botte vers elle. L'enfant hésita, puis s'en empara pour l'ouvrir et manger avec voracité. Son inquiétude grandissait, elle devait être affamée depuis un moment. « Écoute, » dit-il doucement, « je dois t'emmener chez un médecin. Tu es déshydraté et peut-être blessé sans qu'on le voie. Tu me laisserais t'aider ?» Elle s'arrêta de mâcher, le regard fuyant à nouveau vers les arbres. « Personne ne te fera de mal, promit John. Max et moi, on ne laissera rien t'arriver. » Au nom de Max, les yeux de la fillette se tournèrent vers le chien qui soutenait son regard, comme s'ils échangeaient quelque chose de silencieux et profond. Finalement, la fillette esquissa un minuscule hochement de tête. « Merci de me faire confiance, » souffla John. « Tu penses pouvoir marcher ou tu préfères que je te porte ?» La petite montra sa cheville, que John remarqua alors enflée. « Une entorse, probablement. »« Je peux regarder ?» demanda-t-il. Elle hocha de nouveau la tête. John examina la blessure avec délicatesse. « Pas cassée, pensa-t-il. Mais mieux valait ne pas trop forcer. Je vais devoir te porter jusqu'à ma station, c'est à environ 3 kilomètres. » Les yeux de la fillette se remplirent de larmes et elle regarda Max angoissé. « Max vient avec nous, » la rassura John. « Il ne te laissera pas tomber, pas vrai, Max ?» Le chien poussa un petit « ouf » comme pour acquiescer. Puis avant de la soulever, John tenta encore une fois d'en savoir plus. « Tu peux me dire ton nom ou celui de tes parents ?» Elle ouvrit la bouche comme pour parler, la referma sans émettre un son. Sa lèvre inférieure trembla. Elle secoua la tête. « Ce n'est pas grave, » dit John. « Tu le feras quand tu seras prête. » Il contacta Tom Parker, le directeur de la conservation, en parlant avec précaution. « Tom, j'ai trouvé une enfant perdue dans le secteur 7, une fillette d'environ 8 ans, légèrement blessée et déshydratée. Aucun papier, je la ramène, fais préparer quelqu'un côté médical et préviens le shérif, puis garde ça discret. Tout ça me semble très louche. »« Reçu ?» répondit Tom d'une voix crépitante. « Le docteur sera prêt. Le shérif Ellis est en déplacement, mais il devrait être revenu d'ici là. » John rangea la radio et offrit un sourire rassurant à la fillette. « On y va ?» Elle acquiesça, tendant la main vers Max. « Je vais te prendre maintenant, » prévint John. Il la souleva délicatement. Elle était terriblement légère, ses os lui saillant presque dans la paume. Max trottinait à côté, tandis que John s'élançait dans la forêt, la main de la petite posée parfois sur la tête du chien pour se rassurer. Lorsqu'ils arrivèrent à la station de garde, un petit groupe s'était formé. Tom Parker, le docteur local, et 2 adjoints du shérif. La fillette cacha son visage contre la poitrine de John en voyant les uniformes. « Elle a peur », expliqua John en la portant directement vers la docteure Sarah Martinez qui attendait sur le porche. « Amenons-la à l'intérieur », proposa Sarah dont le regard expérimenté évaluait déjà l'état de l'enfant. Dans la petite salle médicale de la station, John tenta de déposer la petite sur la table d'examen mais elle s'agrippa à lui en tremblant. « Ça va aller ?» la rassura Sarah. « Tu peux la garder dans tes bras pendant que je fais un premier check-up. » L'examen révéla une déshydratation modérée, une entorse à la cheville, des égratignures, des bleus et des signes d'exposition prolongés, mais pas de blessure mortelle. Pendant tout ce temps, Max resta collé aux jambes de John, les yeux fixés sur la petite. « Elle va avoir besoin de repos, de fluide et d'une surveillance, » conclut Sarah. « Normalement, je dirais hôpital, mais... » « Regarde comme elle réagit aux uniformes, » murmura John. « Il y a un truc qui cloche. Je peux lui poser une perfusion ici pour la nuit, » admit Sarah. En attendant, on doit découvrir qui elle est. Un des adjoints, Williams, s'approcha d'un air prudent. On a épluché la liste des enfants portés disparus dans les 5 comtés autour. Aucune correspondance. On va élargir la recherche, suggéra John. Consultez aussi les accidents récents impliquant des familles avec des enfants. L'adjoint haussa un sourcil. Tu supposes quelque chose de criminel ? John jeta un coup d'œil aux marques sur les poignets de la petite. Cette enfant a vécu un enfer. Elle n'a pas pu se perdre toute seule dans ces bois par hasard. Tandis que les adultes discutaient, la fillette glissait déjà dans un sommeil d'épuisement, la main encore agrippée au pelage de Max. « Elle ne le lâche pas ?» fit remarquer Sarah. « Et lui non plus » répondit John. « Je ne l'ai jamais vu comme ça. » Le lendemain, la nouvelle s'était déjà répandue dans la petite communauté de Pine Ridge. On trouvait rarement un enfant égaré dans les parages et dans ces conditions, c'était assez pour attirer toutes les curiosités. Après une nuit passée à somnoler sur une chaise, John passa une main sur son visage, las.
La fillette n'avait dormi que lorsqu'elle sentait Max couché près d'elle sur le vieux lit de camp. Sarah Martinez arriva tôt, portant un petit sac de vêtements d'enfant et un ours en peluche. « C'étaient ceux des enfants de ma sœur », expliqua-t-elle. « Alors, comment va notre patiente ?»« Elle dort encore », murmura John, la voix éreintée. « Pas de cauchemar depuis 3 heures, je dirais ?» Sarah jeta un regard attendri. « Et toi, tu as dormi ?»« Assez, marmonna-t-il, sans préciser qu'il avait passé la nuit à regarder la poitrine de la fillette se soulever et s'abaisser, hantée par ses marques sur ses poignets et la peur dans ses yeux. Il y avait quelque chose dans sa souffrance silencieuse qui avait réveillé chez lui un instinct protecteur qu'il pensait enterré sous des années de traumatisme. On frappa à la porte. Le shérif Ellis, un homme trapu qui cumulait 30 années dans la police, entra sans plus de cérémonie. « J'ai besoin de te parler, Williams. » John le suivit sur le porche, laissant la porte entr'ouverte pour guetter tout bruit dans la chambre. « Les services de protection de l'enfance me mettent la pression. » Lâcha Ellis d'emblée. « Selon la procédure, cette gosse devrait relever de l'état en attendant son identification. Ellis, elle est traumatisée, » plaida John, la voix posée mais empreinte de colère contenue. « Tu as vu comment elle réagit aux uniformes. Si on la déplace maintenant, on risque de l'achever psychologiquement. »« Je ne dis pas le contraire, » rétorqua Ellis en soupirant. « Mais j'ai les mains liées, les services sociaux arrivent aujourd'hui. » À l'intérieur, on entendit soudain du remue-ménage. John se précipita pour trouver la fillette recroquevillée contre le mur, le regard horrifié. Un des adjoints était entré par la porte arrière et sa simple vue avait suffi à déclencher une crise de panique. Max, posté entre la gosse et l'uniforme, grognait bas et menaçant. « Du calme !» ordonna John en levant la main. « Adjoint, attendez dehors, s'il vous plaît. » Puis, se tournant vers la fillette, « Tout va bien, tu te rappelles ? Max et moi sommes là. » Elle chercha le regard de Max et sa respiration s'apaisa un peu. Sa main tremblante se posa sur le pelage du chien qui se laissa faire. « Tu vois ?» intervint John à l'intention d'Ellis qui avait tout observé. « Elle ne fait confiance qu'à ce chien. Peut-être qu'elle a raison. » Ellis, les sourcils froncés, opina gravement. « C'est du jamais vu », admit Sarah qui s'approcha pour prendre le pouls de la fillette. « On dirait qu'ils communiquent. » La petite se laissa examiner par Sarah, à condition que Max reste tout près. La docteure lui parla doucement de sujets anodins. La météo, les oiseaux, les peluches de sa propre fille. Un climat de calme s'installa. « Tu veux manger quelque chose ?» proposa Sarah après avoir fini. « Un peu de porridge peut-être ?» La gosse acquiesça. Ses yeux portaient encore la marque de la fatigue, mais la panique s'était envolée. Pendant que Sarah préparait le repas, Tom Parker fit irruption avec une pile de rapports de disparition. « Rien qui corresponde parfaitement, » annonça-t-il. « Mais j'ai trouvé ceci. » Il posa un article de journal daté de 3 semaines. Le titre disait « Des médecins renommés meurent dans un accident sur une route de montagne ». L'article relatait comment le docteur Robert et la Deroe et Elizabeth Miller avaient péri lorsque leur véhicule était sorti de la route quelque part près des montagnes Cascades, à plus de 150 km au nord. Leur fille de 8 ans, Sophie, n'était pas dans le véhicule et on pensait qu'elle se trouvait chez des proches. « Les dates correspondent, hasarda Tom. Et l'âge aussi. » John étudia la photo en noir et blanc, accompagnant l'article. Une famille en souriante, unie, difficile de reconnaître formellement la fillette qui l'hébergeait, mais ça semblait plausible. « Sophie » murmura-t-il en se tournant vers l'enfant. « Est-ce que c'est ton nom ?» Sophie ? La cuillère qu'elle tenait retomba dans le bol, ses yeux s'ouvrirent en grand, et John crut un instant qu'elle allait parler. Mais des larmes se mirent à couler, silencieuses. Max gémit et se pressa contre elle. « Je crois qu'on a notre réponse, » murmura Ellis. « Mais comment a-t-elle pu parcourir toute cette distance depuis les cascades ?» s'étonna Sarah. « Et pourquoi se trouvait-elle seule ?» ajouta John. L'article parle de proches chez qui elle aurait dû être. Ils n'eurent pas le temps d'approfondir. Un SUV noir s'arrêta dehors. Une femme en tailleur strict, talons claquant sur le bois du porche, entra. Diane Foster, des services de protection de l'enfance. Son sourire était professionnel, sans chaleur. « J'ai été informée qu'on avait retrouvé une mineure non accompagnée », déclara-t-elle en consultant son bloc-notes. « Je suis là pour la placer en foyer d'accueil temporaire, le temps de retrouver un tuteur légal. » À ces mots, Sophie, si c'était bien son identité, se crispa, agrippant encore plus fort le collier de Max. Ses phalanges blanchirent. Le chien, le regard rivé sur la nouvelle venue, se rapprocha de la fillette. « Mademoiselle Foster, » intervint John, « nous pensons qu'il s'agit de Sophie Miller. Ses parents sont décédés récemment dans un accident, là-bas, dans les cascades. »« Miller ?» répéta Foster en fouillant ses dossiers, le front plissé. «
Je n'ai rien sur ce cas. L'identification vient seulement d'être faite, expliqua Ellis. Eh bien, peu importe son identité, le protocole exige qu'elle soit placée en foyer d'urgence, trancha Foster d'un ton qui indiquait que la discussion était close. Je déconseille formellement de la déplacer maintenant, intervint Sarah, le visage sérieux. Elle est fragile, physiquement comme émotionnellement. Un environnement familier et stable est essentiel à sa guérison. Je comprends vos inquiétudes, Dr Martinez, dit Foster, le sourire plus raide. Mais je suis la professionnelle mandatée pour la protection de l'enfance. La fillette, bouleversée, respirait de plus en plus vite, regardant autour d'elle comme un animal traqué. Max, percevant sa détresse, se plaça devant elle, prêt à la protéger au moindre signe. « Regardez-la » insista John. « C'est ça vos procédures? Vous voyez l'angoisse que ça lui cause ?» Foster, troublé malgré elle, jeta un œil à l'enfant en panique. Avant qu'elle puisse répondre, un autre véhicule se gara devant la station. De celui-ci descendit une femme élégante, la quarantaine, lunettes de soleil griffées, manteau hors de prix. Elle entra sans frapper. « Je viens chercher ma nièce » lança-t-elle d'une voix assurée. « Sophie Miller. On m'a dit qu'elle était ici. » La réaction de Sophie fut instantanée et dramatique. À la vue de cette femme, l'enfant poussa un cri muet, la bouche ouverte sans qu'aucun son ne sorte, le visage déformé par la terreur. Elle recula tellement vite qu'elle en tomba de sa chaise. Max, sentant la détresse, se mit à aboyer avec fureur, un grondement profond résonnant dans la pièce et stoppant net chaque personne présente. La femme retira ses lunettes, révélant un regard similaire à celui de Sophie. « Je m'appelle Barbara Miller », dit-elle d'une voix maîtrisée, même si ses yeux restaient fixés sur le chien, pas sur la fillette. « Je suis sa tante et sa tutrice légale. Je suis venu la ramener à la maison. » Une tension palpable emplit la station. Max persistait dans son grondement, son corps protégeant Sophie de cette tante autoproclamée. John connaissait assez Max pour distinguer ces divers types d'aboiements. Celui-ci était un avertissement sérieux, employé seulement face à une menace authentique. « Du calme, Max », dit doucement John, sans toutefois s'interposer. De toute évidence, quelque chose clochait. Cette Barbara Miller, trop calme, trop apprêtée, semblait sortie d'un magazine, pas de la campagne. Comment une tutrice prendrait-elle 3 semaines pour trouver un enfant manquant ? « Madame Miller, fit Ellis en prenant la parole, nous allons devoir vérifier votre identité et vos droits de garde avant toute décision. » Barbara conserva son sourire de façade, fouillant son sac pour en sortir un dossier de papier. « Bien sûr, voici ma pièce d'identité, l'acte de naissance de Sophie et la procuration temporaire, signée après la mort de mon frère et de ma belle-sœur. » Sa voix se brisa légèrement à cette mention, comme si elle feignait d'un chagrin. Ellis, l'air grave, examina la paperasse, la passa à Foster des services sociaux. Pendant ce temps, John se rapprocha de Sophie et de Max, s'accroupissant pour parler doucement. « Personne ne t'emmènera sans qu'on soit certain que tu es en sécurité, » murmura-t-il. La petite fille, en réponse, enfouit son visage contre la fourrure de Max, son corps tout tremblant. « Ces documents semblent en ordre, » annonça Ellis à contre-cœur en les donnant à Foster. « Effectivement, » compléta celle-ci. « Madame Miller, nous sommes ravis que vous vous manifestiez. On allait justement parler du placement de Sophie. »« Alors c'est réglé ?» trancha Barbara, avançant vers la fillette. « Sophie, ma chérie, il est temps de rentrer. Tu en as eu des aventures, pas vrai ?» Max grogna plus fort. John posa une main légère sur le chien, comme pour le calmer. « Madame Miller, » la coupa John, « cet enfant est manifestement effrayé. Peut-être devrions-nous la laisser s'habituer à votre présence ? Elle est simplement confuse, » balaya Barbara d'un revers de main. « Elle est sous le choc de l'accident et du temps passé seule dans la forêt. Les enfants sont résistants. Elle ira mieux une fois rentrée. » Sarah, qui observait depuis un coin, intervint à son tour. « Étant la médecin qui la suit, je préconise une transition progressive. Elle est stable physiquement, mais sa condition reste fragile et son état mental est très délicat. »« Je comprends, docteur, » répliqua Barbara avec ce même sourire. « Mais j'ai déjà contacté des spécialistes à Portland. Plus tôt on commencera le traitement, mieux ce sera. » John sentit un nœud se former dans sa poitrine. Quelque chose tournait définitivement mal. « Puis-je savoir pourquoi vous avez mis autant de temps à la retrouver ? L'accident a fait les gros titres et Sophie était portée disparue. » Le visage de Barbara se durcit une seconde avant qu'elle ne reprenne contenance. « J'étais à l'étranger pour affaires quand c'est arrivé. Dès que je l'ai su, je suis revenu. La police m'a dit qu'elle était peut-être chez des amis de la famille, mais personne ne l'avait vue. J'étais folle d'inquiétude. » Son explication paraissait plausible, mais en total décalage avec la terreur panique que manifestait Sophie. « Madame Miller, fit John d'une voix prudente,
Vous avez une idée de la façon dont Sophie aurait pu parcourir plus de 100 kilomètres depuis le lieu de l'accident jusqu'ici? Aucune, répondit-elle, le regard se faisant plus dur. Et je ne vois pas en quoi ça vous concerne, monsieur Williams. Foster, des services sociaux, acquiesça en consultant ses notes. Les papiers sont en règle. Madame Miller est la tutrice légale de Sophie. John chercha un soutien dans le regard d'Ellis, mais le shérif haussa seulement les épaules. La loi, c'est la loi, Williams. On ne peut séparer une enfant de sa tutrice sans preuve d'inaptitude. Sophie avait le visage blême d'angoisse, agrippée à Max comme à une bouée de sauvetage. John savait qu'il devait faire quelque chose, n'importe quoi. Puis un détail lui revint, un élément qui le tracassait depuis qu'il avait trouvé la petite. « Avant que vous partiez, lança-t-il à Barbara, est-ce que vous pourriez nous parler des éventuels problèmes de santé de Sophie? Allergie, médicaments ?» Barbara sembla vaciller un instant. Elle est légèrement allergique à la pénicilline, rien de plus. John jeta un regard significatif à Sarah, qui hocha presque imperceptiblement la tête. Les dossiers scolaires de Sophie obtenus le matin même n'indiquaient aucune allergie de ce genre. Encore une chose, ajouta John. Sophie n'a pas dit un mot depuis qu'on l'a trouvée. Est-ce habituel chez elle? Barbara eut un bref temps de pause. Elle a toujours été timide. La perte de ses parents n'a pas dû arranger les choses. John prit alors une décision qui pourrait lui coûter sa place. Je demande qu'un examen approfondi soit fait avant que Sophie reparte avec Madame Miller. Vu les circonstances inhabituelles et la détresse évidente de l'enfant, on lui doit au moins ça. Foster, outré, rétorqua. « Monsieur Williams, vous n'avez aucune légitimité pour décider de cela. Vous êtes garde forestier, pas travailleur social. En fait, coupa Sarah, en tant que médecin traitant, je peux imposer un maintien de 72 heures pour observation médicale. Shérif, je le demande officiellement. » Ellis, mal à l'aise, hocha la tête. C'est dans ses prérogatives. Madame Miller, je crains que Sophie doive rester ici 3 jours de plus. Le masque de Barbara se fissura légèrement. C'est absurde. Je contacterai mon avocat dans l'instant. Vous y êtes tout à fait autorisé, répondit calmement Ellis. Vous pouvez loger en ville, au Pine Ridge Inn, si vous souhaitez être proche de Sophie. Barbara quitta la station promettant à mots couverts des retombées légales pour tout le monde. Foster s'en alla aussi, manifestement irrité. L'atmosphère retomba, laissant la pièce silencieuse, hormis la respiration agitée de Sophie. Elle était toujours recroquevillée dans un coin, mais ses tremblements avaient diminué. « Nous avons gagné un peu de temps », dit John à Sarah, une fois Foster parti. « 3 jours, ce n'est pas énorme, soupira-t-elle. Mais c'est un début, tu comptes faire quoi? Je pense que la peur de Sophie dit tout. Cette femme lui fait horreur. Il faut qu'on découvre ce qui se cache derrière. » Au cours des jours qui suivirent, Sophie commença peu à peu à se détendre dans la sécurité de la station de garde forestière. Max restait constamment à ses côtés, refusant de s'éloigner même l'espace d'un repas. John aménagea un petit lit de camp dans son bureau pour Sophie, de sorte qu'elle puisse dormir avec Max blotti contre elle. De son côté, Sarah lui apporta des livres d'enfants et du matériel de dessin, espérant l'aider à communiquer. Sophie ne voulut ni écrire ni dessiner tout de suite, mais elle montra de l'intérêt pour les livres. Elle indiquait à John, du bout du doigt, les passages qu'il devait lui lire. Ses choix étaient révélateurs. Elle réclamait souvent des histoires où des enfants braves affrontaient des obstacles et où des animaux jouaient le rôle de protecteurs. Le déclic tant attendu survint le 2e jour. John lisait Le Jardin secret. C'était le titre qu'elle lui demandait le plus souvent, lorsqu'elle pointa soudain le nom d'un personnage, puis elle désigna Max. « Deacon » répéta John intrigué. « Tu veux qu'on appelle Max ?»« Deacon ?» Sophie secoua la tête frustrée. Elle pointa à nouveau le nom dans le livre, puis montra Max, puis se désigna elle-même et enfin reporta son doigt sur le nom imprimé. « Ah, tu veux dire qu'il t'aide, comme Deacon aide Mary ?» Les yeux de Sophie s'illuminèrent. Elle hocha la tête avec énergie. C'était la première fois qu'elle s'exprimait aussi clairement. « Oui, c'est vrai, » admit John avec un sourire. « Max te protège et il t'aide comme Deacon dans l'histoire. C'est un chien très spécial, tu sais. Avant, il était un chien de police entraîné pour aider les gens. » Sophie observa un instant Max, l'air songeur, puis elle pointa le mot secret dans le titre du livre, « The Secret Garden ». Elle leva les yeux vers John comme pour lui demander « Et toi, tu crois au secret ? Tu as un secret, Sophie ?» demanda John. La petite acquiesça, soudain au bord des larmes. John sentit un pincement au cœur. Peut-être voulait-elle révéler ce qui lui était arrivé, ou qui était sa tante Barbara. Mais la fillette s'enroula les bras autour des genoux et se mit à se balancer en détournant le regard. « C'est bon ?» murmura John. «
Tu es en sécurité ici. Max et moi, on ne laissera personne te faire du mal. » Malgré sa voix rassurante, il eut dans son expression un profond doute. De toute évidence, dans son passé récent, des adultes avaient failli à la protéger. Pendant ce temps, Tom Parker, le directeur de la conservation, enquêtait de son côté. Un soir, après que Sophie fut endormie dans le bureau de John, Tom débarqua avec des articles de journaux et des dossiers à la main. « Je crois qu'on tient quelque chose », annonça-t-il. « J'ai voulu creuser au sujet de Barbara Miller. » Il parcourut rapidement les documents devant John. C'est la PDG d'une boîte qui s'appelle Miller Tech Investments. Ils rachètent des terrains pour des projets de développement. Et en ce moment, ils sont en partenariat avec Eagle Timber Corporation sur un gros chantier. Eagle Timber, ça me dit quelque chose ? Grommela John. Normal, ils tentent depuis des années d'obtenir des droits d'exploitation forestière dans la zone est de notre réserve, celle qui touche le bassin versant que les parents de Sophie voulaient protéger. Les pièces du puzzle se mettaient en place. Les parents de Sophie, Robert et Elizabeth Miller, n'étaient pas de simples médecins. Ils étaient aussi engagés dans des recherches environnementales. Ça va plus loin, continua Tom. Robert Miller était un scientifique spécialisé dans la qualité de l'eau. Son épouse, Elizabeth, médecin de santé publique. Ensemble, ils menaient des études pour montrer l'impact des activités d'Eagle Timber sur l'eau potable des communautés rurales. Apparemment, ils devaient publier leurs résultats avant de mourir dans cet accident. Un accident bien pratique, marmonna John, la mâchoire crispée. 3 jours avant l'accident, reprit Tom, Robert Miller a déposé un rapport de lanceur d'alerte auprès de l'Agence de protection de l'environnement, EPA. Mais son contenu est sous scellé en attendant une enquête officielle. John se mit à arpenter nerveusement son bureau, tout en gardant un œil sur Sophie qui dormait, Max levé contre elle. Donc, on a des chercheurs sur le point de révéler quelque chose de lourdement compromettant. Et soudain, ils ont un accident mortel. Voilà, et étrangement, Barbara Miller, la sœur de Robert, débarque soi-disant pour récupérer la gamine, alors que son entreprise est partenaire de la firme que Robert s'apprêtait à dénoncer. Ça peut encore n'être qu'une coïncidence, prévint Tom, aucune preuve concrète qu'elle ait organisé tout ça. Pas encore, admit John. Mais l'attitude de Sophie est un indice. Elle est terrifiée par cette femme. Et ça ne me dit pas non plus comment elle a pu se retrouver à plus de 100 km du lieu de l'accident. Un gémissement attira leur attention. Sophie s'agitait dans son sommeil, le visage tordu par un cauchemar. Max se redressa, alla la toucher du museau et, comme par magie, elle se calma. « Cet animal est incroyable !» souffla Tom. « Il sent le moindre changement chez elle, » répondit John, ému. « Il sait ce qu'elle a traversé, je le sens. Et elle lui fait confiance plus qu'à n'importe qui. » Le lendemain, les choses se corsèrent. Barbara Miller revint à la charge, accompagnée d'un avocat tiré à 4 épingles et d'une injonction ordonnant la libération immédiate de Sophie. Le maintien de 72 heures expire demain, triompha l'avocat. Le juge ne voit aucune raison de prolonger la séparation. Ellis, après avoir examiné les papiers, dut se rendre à l'évidence. « Tout est en règle, désolé, John. » La rage impuissante monta en John. « Ellis, tu sais très bien qu'il y a quelque chose de louche. »« Je le sais, » répondit le shérif. « Mais mes mains sont liées. Sans preuve irréfutable, la loi impose que la fillette reparte avec sa tutrice. » Sophie, comprenant visiblement la situation, agrippa Max de toutes ses forces, les yeux écarquillés de peur. Max, comme prêt au combat, se planta devant elle, le poil hérissé, alerté par la tension. Barbara s'avança, un sourire figé aux lèvres. « Allez, Sophie, il est temps de partir. Notre voiture nous attend ?» La fillette résista, ce qui amena Barbara à vouloir saisir son bras. Alors survint une scène confuse que plus tard, les témoins décriraient de 1000 manières différentes. Max ne mordit pas, mais il se plaça brutalement entre la femme et l'enfant, émettant un grondement d'avertissement qui fit reculer Barbara. Dans la confusion, Sophie renversa une tasse d'eau sur le bureau. Le liquide s'étala sur des documents que Barbara avait laissés là. John, s'empressant d'essuyer, aperçut quelque chose d'étrange. L'encre d'une des signatures commençait à baver, révélant des lettres différentes en dessous. « Ces papiers ont été falsifiés », lança John en relevant la tête vers Barbara. « La signature n'est pas authentique. » L'avocat de Barbara s'empara aussitôt du document. « Ridicule. De l'eau qui fait déteindre de l'encre ne prouve rien. » Mais le shérif Ellis s'était approché. « Des indices de falsification de documents sont très sérieux. Je pense qu'il faut vérifier tout ça avant d'aller plus loin. » Le visage de Barbara se décomposa un instant. « C'est absurde. J'ai toléré assez longtemps votre petite bureaucratie de campagne, mais ma patience a des limites. Sophie rentre avec moi aujourd'hui, point final. »
La tension monta d'un cran, personne ne remarqua que Sophie s'était discrètement éloignée. Elle retira quelque chose de caché sous le lit de camp, un petit boîtier étanche qu'elle avait probablement gardé sur elle quand John l'avait trouvé. Les mains tremblantes, elle en sortit une clé USB et la tendit à John. Barbara vit le geste et ses yeux s'agrandirent. « Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle vous donne ?» John referma aussitôt la main sur la clé. « Rien qui vous concerne, Madame Miller. Tout ce qui concerne ma nièce me concerne également, » répliqua-t-elle, abandonnant le ton fin de l'affection. « Rendez-moi cette clé immédiatement. »« Je ne crois pas, » répondit John, le cœur battant. « Sophie me l'a confiée pour la mettre en lieu sûr. » L'avocat de Barbara voulut intervenir, mais elle le stoppa d'un geste. « Vous n'avez aucune idée de ce dans quoi vous vous embarquez, monsieur Williams, » siffla-t-elle. « Ça dépasse largement une simple affaire de garde. »« Au contraire, » répliqua John. « Je commence à comprendre que ça n'a rien à voir avec le bien de Sophie. » À ce moment précis, la porte s'ouvrit sur un homme grand, mal rasé, vêtu d'un costume froissé, brandissant un badge. « Agent David Brennan, division des crimes environnementaux du FBI, » annonça-t-il. « Je cherche des informations concernant les travaux de Robert et Elizabeth Miller. » Un silence de plomb tomba. Barbara pâlit. Son avocat se mit à chuchoter fiévreusement. Ellis, quant à lui, esquissa un sourire de satisfaction. « Exactement au bon moment, agent Brennan, » lâcha le shérif. « Nous étions justement en train de discuter d'irrégularités dans certains documents fournis par Madame Miller. »« Intéressant, » fit l'agent Brennan d'un ton sec en lorgnant Barbara. « J'aimerais aussi vous poser quelques questions sur le partenariat de votre société avec Eagle Timber, ainsi que sur de curieux mouvements financiers après la mort de votre frère. » Barbara se recomposa aussitôt, reprenant son masque professionnel. « Mon avocat se fera un plaisir de répondre à vos questions. Pour l'heure, je récupère ma nièce. » « En réalité, » dit Brennan en exhibant à son tour une liasse de papier, « j'ai ici un ordre de protection temporaire interdisant le déplacement de la mineure tant que l'enquête est en cours. Sophie reste donc sous la protection des autorités. » S'ensuivit un échange tendu, menaces de procès et arguments légaux. Le résultat final fut cependant sans appel. Sophie resterait en lieu sûr jusqu'à ce que la lumière soit faite sur toute cette affaire. Barbara finit par s'éclipser, les dents serrées, annonçant qu'elle n'en avait pas fini et qu'elle comptait bien attaquer tout le monde en justice. Une fois le calme revenu, John connecta la clé USB au vieil ordinateur de la station. Ce qu'il y trouva dépassa ses soupçons. Des documents détaillant des déversements illégaux, des rapports d'impact environnemental falsifiés et la preuve d'un complot entre Eagle Timber et Miller Tech pour faire taire les Miller. Pire encore, il y avait un enregistrement vidéo. La dernière chose que Robert Miller avait pu filmer, un message d'alerte. « Si vous voyez ceci, c'est que quelque chose nous est arrivé. Toutes les preuves sont ici. Barbara est impliquée. Nous avons caché Sophie pour qu'ils ne la trouvent pas. Ne faites confiance à personne tant que ces informations ne parviendront pas aux autorités. » L'agent Brennan, après avoir visionné la vidéo, hocha la tête avec gravité. On soupçonnait Eagle Timber depuis un moment, mais on n'arrivait pas à relier tout ça à la mort des Miller. Là, on tient enfin le chaînon manquant. John jeta un regard à Sophie, assise sur un canapé, Max à ses pieds. Elle semblait loin, enfermée dans un mutisme protecteur. « Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait d'elle ? » « Protection rapprochée, » répondit Brennan. « Jusqu'à ce qu'on puisse garantir sa sécurité. Reste à déterminer où et avec qui. » John hésita, puis lâcha la proposition qui allait bouleverser sa propre vie. « Elle peut rester chez moi, avec Max et moi. » Brennan le scruta, surpris. « Vous vous portez volontaire comme famille d'accueil, monsieur Williams ?» John rencontra le regard de Sophie. Elle ne regardait ni Brennan, ni les documents, ni la vidéo. Ses yeux étaient fixés sur John. Et pour la première fois depuis qu'il l'avait découverte, il y devina autre chose que la peur. Une lueur d'espoir fragile, mais réelle. Les semaines suivantes, Sophie s'installa dans la cabane du Ranger sous la garde temporaire de John. Grâce à l'enquête du FBI, l'opposition de Barbara fut suspendue. Officiellement, Sophie était placée en famille d'accueil d'urgence, sur recommandation de la docteure Martinez qui affirma que l'environnement paisible et la présence de Max étaient bénéfiques. Les gardes forestiers de Pine Ridge lui apportèrent un lit, des vêtements et des jouets. Sophie, très méthodique, aligna ses peluches sur son oreiller comme un rituel protecteur. Quant à Max, il devint un ange gardien. Il anticipait ses besoins, la guidait doucement, ramenait ses chaussures et se réveillait au moindre cauchemar. C'est presque comme s'il lisait dans ses pensées, remarqua Sarah en les observant dans le pré. « Il interprète ses moindres signaux, » répondit John. « Il a été formé pour percevoir les émotions. Et aujourd'hui, il veille sur elles. »
Un jour, Sophie posa une couronne de fleurs sur la tête de Max et esquissa un sourire. Elle ne parlait toujours pas mais communiquait de mieux en mieux, gestes, hochements de tête ou dessins. Certains croquis étaient poignants. Sur l'un, une voiture au bord d'un précipice. Sur un autre, une cabane sombre et une fillette en larmes. « C'est une témoin clé », dit l'agent Brennan. « Un témoignage direct serait précieux. Elle parlera quand elle sera prête », répondit John. La brusquer serait dangereux, mais le temps pressait. Eagle Timber accélérait ses travaux, peut-être pour effacer des preuves. Les recherches des Miller révèlent des crimes environnementaux, expliqua Brennan. Mais pas de lien clair avec leur mort. Sophie peut être la clé. En parallèle, Barbara lançait des procédures pour récupérer Sophie. Des inconnus rôdaient autour de la station. John garda son arme à portée. Malgré cette tension, Sophie reprenait des forces. Elle mangeait mieux, dormait un peu plus et s'attachait à John, Max, Sarah et même à Brennan. Un soir, alors que John lisait Le Jardin secret, Sophie interrompit la lecture, tourna les pages jusqu'à un passage précis et désigna la forêt à l'est. « Tu veux y retourner ?» Elle hocha la tête et dessina une cabane. « Tu peux nous y emmener ?» Sophie acquiesça. John sentit l'importance du moment. Il appela Brennan. « Si elle nous y guide, on peut peut-être prouver qu'elle a été enlevée, dit l'agent. Mais il faut faire vite. Il rase tout. Je ne veux pas la forcer. Je comprends, mais on n'a peut-être qu'une semaine. » John passa la nuit à hésiter. Au petit matin, il expliqua la situation à Sophie. Elle écouta sans broncher, puis alla chercher un dessin de ses parents. Elle les montra, puis elle-même, hochant la tête. Elle le ferait pour eux. L'expédition fut fixée au lendemain. Brennan, 2 adjoints, Tom comme guide, et une équipe de médecine légale accompagnerait Sophie, John et Max. Cette nuit-là, Sophie ne dormait pas. John la trouva assise, caressant Max. Elle écrivit « Et s'ils nous retrouvent encore ?» « Ils ne te retrouveront pas, promit John. On sera tous là pour te protéger. » Elle baissa les yeux et écrivit « Vous ne pourrez pas les arrêter. Je ne peux rien te promettre, Sophie, mais je ne laisserai personne te faire de mal tant que je serai vivant. » Elle le fixa longuement, puis écrivit « Max aussi ?»« Max aussi, oui. Il traverserait un mur pour toi. » Comme s'il comprenait, Max se serra contre elle. Sophie sourit légèrement. Puis de sa main gauche, elle attrapa la manche de John. « Reste jusqu'à ce que je m'endorme. » Il s'installa dans le vieux fauteuil, veillant sur elle, Max à ses pieds, veillant aussi. Le lendemain, à l'aube, le petit groupe se réunit devant la station. L'agent Brennan, avec 2 spécialistes de la police scientifique, Ellis et ses 2 adjoints, Tom avec ses cartes, et enfin John avec Sophie et Max. La fillette, un peu pâle, portait des vêtements de randonnée et un sac à dos contenant eau et collation. « Tu te souviens de notre signal ?» demanda John, penché vers elle. Ils avaient convenu que si Sophie se sentait submergée et voulait s'arrêter, elle serrerait 2 fois la main de John. La petite hocha la tête avec gravité. Max, près d'elle, semblait comprendre que l'affaire était sérieuse. « On se calera sur le rythme de Sophie », déclara Brennan à l'Assemblée. « Pas de grands discours, pas de mouvements brusques. Si elle veut qu'on s'arrête, on s'arrête. » Ils commencèrent la marche sur des sentiers balisés à travers la zone familière de la forêt. Sophie cheminait entre John et Max, posant parfois la main sur l'un ou sur l'autre, comme pour se rassurer de leur présence. Les autres les entouraient à une distance respectueuse, maintenant une espèce de périmètre défensif. Plus ils avançaient vers l'est, plus le terrain se compliquait. Cette partie de la réserve abritait une forêt primaire ancienne, avec d'épais sous-bois, des arbres tombés en travers, des ronces. Pourtant, Sophie se montrait étonnamment sûre de la route. Parfois, elle s'immobilisait, observait un rocher moussu ou la forme d'un vieil arbre, puis bifurquait d'un pas ferme. « Elle sait exactement où elle va », chuchota Tom à John, lors d'une pause. « C'est incroyable », répondit John, songeur. « Elle a quand même parcouru toute cette distance en s'échappant il y a quelques semaines. C'est une petite bien plus forte qu'on ne le croit », ajouta Tom. Près de 3 heures plus tard, Sophie s'arrêta net. Elle désigna un sentier à peine visible qui plongeait dans un ravin encaissé. Son regard interrogea John, comme pour vérifier s'il approuvait. « Tu es certaine que c'est par là ?» demanda-t-il doucement. Elle hocha la tête sans hésiter. « Alors allons-y », déclara John, faisant signe au groupe de les suivre. La descente était raide, obligeant la file à progresser à la queue leu-leu. Les branches basses cinglaient parfois les visages, l'humus glissait sous les bottes. Malgré tout, Sophie avançait sans trembler, Max la précédant de quelques mètres pour flairer d'éventuels dangers. Au fond du ravin, un bruit de machinerie lourde les fit sursauter. Le ronronnement caractéristique d'une foreuse ou d'un bulldozer. « Ils exploitent déjà la zone !» grommela Tom, visiblement inquiet. « Ils ont avancé plus vite que prévu. On doit se dépêcher », renchérit Brennan.
Sophie, en tête avec John et Max, haletait, les yeux grands ouverts. Elle tira la manche de John, lui indiquant de continuer plus vite, comme si elle pressentait qu'il leur restait peu de temps. Enfin, ils parvinrent à un petit clairière, presque caché par d'immenses cèdres. Là, à moitié recouvert de broussailles, se dressait un vieux cabanon en ruine, aux fenêtres grossièrement barricadées. John sentit le sang se glacer. C'était exactement ce que Sophie avait dessiné. « Coupez la machine !» hurla Brennan en agitant son insigne du FBI vers l'opérateur d'un bulldozer. Le machiniste, surpris, coupa aussitôt le moteur. Le silence qui s'ensuivit fut presque aussi brutal que le vacarme des engins. D'instinct, John recula Sophie contre lui, tandis que Max se postait devant elle vigilant. La petite lui agrippait la veste, tremblante, comme si revenir en ce lieu déclenchait en elle un torrent de souvenirs. « FBI » répéta Brennan à l'adresse de l'ouvrier. « Cette zone est désormais sous protection fédérale. Écartez-vous de l'engin. » Tandis que Brennan s'occupait de sécuriser le périmètre, Ellis s'approcha de la cabane avec ses 2 adjoints, armes au poing par précaution. « Police du comté, quelqu'un à l'intérieur, sortez les mains en évidence. Aucune réponse. » Le bâtiment semblait vide, ses planches clouées aux fenêtres donnant l'impression de portes closes sur un sombre secret. Sophie, grelottante, se réfugia contre John. Il se pencha vers elle, murmurant « Tu n'as rien à craindre, je suis là. Max est là. Tout le monde est là pour te protéger. » Max gémit doucement, comme pour absorber la peur de la fillette. Brennan rejoignit John, expliquant que les techniciens de la police allaient fouiller les lieux et relever des indices. « Sophie, pourrait-on savoir s'il y a un endroit précis qu'il faut examiner? Un recoin secret où des preuves peuvent être cachées ?» La petite sembla hésiter, mais elle attrapa son carnet. Elle y traça un schéma sommaire de l'intérieur avec une croix dans un angle sous un plancher. « Sous le plancher », traduisit John. « Futé », apprécia Brennan. « Sophie, tu n'es pas obligée de rentrer si tu préfères rester ici. On a déjà énormément d'indices grâce à toi. » Pourtant, après un instant de lutte intérieure, Sophie s'avança, la main dans celle de John, Max collé à ses jambes. Son message silencieux était clair « Je veux affronter ce lieu ». À l'intérieur, l'air était irrespirable. Une unique pièce, mur taché, matelas crasseux dans un coin, un seau servant de latrine dans l'autre. Des chaînes étaient scellées au mur. John sentit son estomac se retourner en imaginant que Sophie avait pu être attachée là. Les policiers scientifiques prirent des photos, recueillirent des empreintes, des fibres. Un agent souleva les planches là où Sophie l'avait indiqué. « Bingo !» lança-t-il. « On a quelque chose. » Il sortit un paquet plastique qui contenait un téléphone à carte prépayé, un trousseau de clés et un petit dictaphone. Avec un peu de chance, lâcha Brennan, ce dictaphone contiendra des conversations compromettantes. De son côté, Sophie s'était avancée vers le matelas avant même que John ne puisse la retenir. Elle le déplaça pour révéler une cachette qu'elle avait creusée. Elle en sortit un ours en peluche usé, tout déchiré. Sans un mot, elle serra l'ours contre elle. John, les larmes aux yeux, vint s'agenouiller à ses côtés pour l'envelopper d'un bras. Max se posta devant eux, grondant légèrement, comme s'il sentait la souffrance gravée dans ses murs. « Mon Dieu !» murmura Ellis. « Comment peut-on enfermer une enfant ici ?» Soudain, la radio grésilla à la ceinture du shérif. « Shérif, ici le député Hansen, on a du mouvement dans les arbres, côté nord-ouest. Plusieurs individus armés, ils approchent de la clairière. » Ellis transmit aussitôt l'alerte. « Tous en position, sécurisez les preuves. Nous devons évacuer Sophie. Député, vous pouvez tenir une position défensive pendant qu'on mette la petite à l'abri? On fera ce qu'il faut, shérif. » John souleva Sophie, si frêle dans ses bras. « On va sortir par l'arrière, murmura-t-il. Reste bien silencieuse. » Alors qu'il franchissait la porte de derrière, une voix résonna depuis la lisière des arbres. Froide, assurée, implacable. « Je sais que vous êtes là, Sophie. Cette fois, vous n'irez nulle part. » John sentit la fillette se crisper de terreur contre lui. Max se hérissa, un grondement sourd sortant de sa gorge. « Barbara Miller » hurla Brennan. « Ici l'agent fédéral Brennan, vous êtes cerné, rendez-vous et on vous garantira la vie sauve. » Un ricanement dur répondit, suivi du son caractéristique d'une arme qu'on arme. « Je ne crois pas, agent. Vous avez quelque chose qui m'appartient. Sophie, et tout ce que ses parents ont pu dissimuler. Remettez-les, et peut-être que je négocierai votre sortie d'ici. » John échangea un regard rapide avec Brennan. Il savait que Barbara mentait. Personne n'était censé quitter cet endroit vivant. Tout serait maquillé en tragique accident causé par les travaux de déforestation. « On doit déguerpir » chuchota Brennan. « Il y a un ravin derrière la cabane qui débouche sur la rivière. Suivez-la jusqu'à l'ancienne route coupe-feu.
Tom vous guidera, je gère la couverture. Tom hocha la tête, déjà en train de repérer un itinéraire depuis la fenêtre arrière. On n'a pas une seconde à perdre? John déposa un instant Sophie pour s'agenouiller face à elle. On va devoir courir très vite sans faire de bruit. Tu me suis de près. Max courra derrière toi, compris? Elle hocha la tête, la peur mêlée de détermination. Elle serrait toujours son ours en peluche, son unique trésor dans ce cauchemar. Brennan se posta près de la porte, arme au poing, et lança un signal à Ellis. Maintenant, ils jaillirent à l'extérieur et la fusillade éclata. Les balles fusaient depuis les deux côtés, crépitant sur les troncs, arrachant des éclats d'écorce. John dévala la pente escarpée vers le fond du ravin, tenant Sophie par la main. Tom ouvrait la voie, Max fermait la marche. Ils étaient à 2 pas du couvert des buissons quand Sophie poussa un petit cri, un gémissement de douleur. John se tourna pour la voir chancelante, une tache rouge qui s'étendait sur sa manche. « Elle est touchée !» hurla-t-il. Il la saisit aussitôt dans ses bras, sans interrompre sa course. Son visage était blême, ses yeux agrandis par le choc. Max, en voyant le sang, réagit de manière inattendue. Au lieu de continuer la fuite, il se retourna et fonça en grondant vers la lisière, là où le tireur se cachait. « Max, non !» appela John. Mais c'était trop tard. Le berger allemand disparut dans les fourrés, poussé par un instinct de protection plus fort que tout. Tom entraîna John plus loin. On n'a pas le choix, il nous faut un poste de secours, Sophie perd beaucoup de sang. Le cœur en lambeaux, John obéit. Ils longèrent un étroit chemin sauvage longeant un ruisseau, s'enfonçant plus profondément dans la gorge. Derrière eux, la fusillade s'intensifiait. Des cris retentissaient suivis d'un hurlement bref et aigu. John reconnut ce cri. C'était celui de Max, blessé. Il sentait un élan de panique et de rage, mais Sophie, dans ses bras, devenait de plus en plus molle, sombrant dans une semi-inconscience. La priorité absolue était de la sauver. « Tiens bon, ma puce !» supplia-t-il, en sentant sa respiration irrégulière. « On va trouver de l'aide. » La blessure n'était pas nécessairement mortelle. La balle semblait avoir frôlé le haut du bras, creusant une plaie profonde mais sans fracturer l'os. Pourtant, pour une fillette de son gabarit, la perte de sang était alarmante. Elle commençait déjà à perdre connaissance, la tête basculant contre l'épaule de John. « Il y a un poste avancé de rangée à moins d'1 kilomètre, expliqua Tom d'une voix tendue en taillant un passage dans la végétation. Là-bas, on a une trousse de premiers soins et une radio. John, incapable de parler, se contenta d'acquiescer. Chaque pas l'éloignait de Max mais le rapprochait d'un moyen de soigner Sophie. La décision était déchirante, mais il ne pouvait pas l'abandonner. Arrivé à la cabane de secours, un simple abri renforcé servant de dépôt, Tom mit rapidement la main sur la mallette médicale pendant que John déposait Sophie sur un vieux lit de camp. Elle était d'une pâleur glaçante, le souffle court. Son regard cherchait celui de John avec une confiance absolue, comme si elle savait que lui seul pouvait la sauver. « Ça va aller », lui murmura-t-il en découpant sa manche pour dégager la plaie. « C'est une blessure superficielle, ça ira. » Il nettoya et banda la plaie grâce à l'expérience accumulée dans les forces spéciales. Néanmoins, la fillette tremblait, ses lèvres déjà bleuissant, signe d'un choc important. Tom avait allumé la radio. « Ici Tom Parker, nous sommes au poste avancé. On a besoin d'une évacuation médicale pour une fillette atteinte par balle. Urgence absolue. » Une voix à l'autre bout répondit que l'hélicoptère arrivait. Délai environ 15 minutes. C'était déjà une éternité. Ils avaient à peine refermé la communication que John entendit des bruits d'armes se calmer en amont. Le silence ne valait rien de bon. S'il n'y avait plus d'échange de tirs, c'était peut-être que les assaillants fuyaient, ou que la police avait réussi à les neutraliser, ou alors que tout le monde s'était entretué. « Max !» murmura John, la gorge serrée. « Je dois y retourner. » Sophie, malgré son état, se redressa un peu. Elle essaya de parler, sans y parvenir, alors elle chercha frénétiquement son carnet. De sa main valide, elle écrivit tant bien que mal « Il est blessé, va le sauver ». John ferma les yeux, déchiré. « Sophie, je ne peux pas te laisser, tu as besoin de soins immédiats. » Tom intervint. « Je reste avec elle, dès que l'hélico arrive, je monte avec elle jusqu'à l'hôpital. Mais toi, si tu veux chercher Max, vas-y. » Sophie attrapa la main de John, ses yeux suppliants. Elle avait saisi la conversation. Il lut dans son regard un ordre silencieux. « Va chercher Max. Il est venu me sauver, c'est à ton tour de lui rendre l'appareil. » John sentait ses tripes se tordre. Néanmoins, le bruit caractéristique de l'hélico se rapprochant l'aida à trancher. Il se tourna vers Sophie, déposa un baiser sur son front trempé de sueur. « Je vais retrouver Max. Toi, tu vas être soigné. On se revoit très vite, je te le promets. » Un quart d'heure plus tard, l'hélicoptère atterrissait dans une clairière précaire.
Tom aida les secouristes à installer Sophie. La petite, quasi évanouie, ouvrit les yeux une dernière fois pour chercher John du regard. Il n'était déjà plus là, parti en courant vers la zone de combat, la rage au ventre. La fillette venait de perdre trop de choses dans sa jeune vie. Il n'allait pas la laisser perdre Max aussi. John remonta la pente, fusil à l'épaule, les sens en alerte. L'odeur de fumée l'alerta en premier. À travers les arbres, il distingua bientôt des flammes. La cabane brûlait, sans doute incendiée pour détruire toute preuve. Les pompiers volontaires, dépêchés en renfort, tentaient déjà de maîtriser l'incendie se propageant au tronc. Ellis l'aperçut et accourut. « Comment va la gamine ?» « Elle est évacuée », répondit John, essoufflé. « Tu as des nouvelles de Max ?» Le visage du shérif se fit grave. « Il est blessé, John, assez gravement. Brennan et son équipe l'ont dégagé un peu plus loin. Ils font ce qu'ils peuvent en attendant un autre hélico. » John sentit son cœur se tordre. Il courut à l'endroit indiqué, franchissant les rubans de sécurité déployés par le FBI. Sous une bâche tendue, entre deux arbres, il trouva Max allongé sur une couverture de survie. 2 impacts de balles visibles, un à la cuisse arrière et l'autre, bien plus inquiétant, au flanc. Du sang suintait à travers les bandages d'urgence. Sa respiration était saccadée, chaque inspiration un combat. L'agent Brennan, blessé à l'épaule, se tenait non loin, le visage fermé. « Ce chien nous a sauvé la vie », lâcha-t-il en voyant John arriver. « Il a stoppé le tireur qui visait un de mes gars. Sans lui, on aurait peut-être tous pris une balle en pleine tête. » John s'agenouilla près de Max, posa une main sur sa tête. Les yeux du berger allemand s'ouvrirent, brouillés par la douleur, mais ils reconnurent John. Une faible agitation de la queue signala l'émotion que le chien était trop faible pour exprimer. « Hey mon grand !» souffla John, la voix brisée. « Tu t'es battu comme un lion. Sophie est vivante grâce à toi. » Max laissa échapper un gémissement comme pour demander « Elle va bien ?» John lui caressa les oreilles. « Elle est blessée, mais elle va s'en sortir. Elle m'a demandé de venir te chercher. Reste avec nous, Max. Ne lâche pas. » Max ferma et rouvrit les paupières, luttant contre l'inconscience. Sur son ventre, le bandage se gorgeait de sang, signe que la balle avait touché un organe vital. Un vétérinaire urgentiste serait nécessaire au plus vite. Un hélico médical arrive pour Brennan et les autres blessés, expliqua l'un des agents. On va insister pour qu'ils prennent aussi Max. Ellis, qui avait suivi John, fronça les sourcils. Un hélico pour un chien ? On n'a pas ça dans le protocole. Ce chien est un héros. Coupa Brennan, catégorique. On va remplir la paperasse ensuite, si besoin. Les minutes suivantes semblèrent durer une éternité. Max continuait à perdre du sang, frissonnant malgré la couverture. John pressait sa main sur la blessure du flanc pour tenter de ralentir l'hémorragie. Dans ses yeux humides, il y avait une prière silencieuse. Tiens le coup, Sophie a déjà tellement subi. Entre-temps, Barbara Miller, menotte au poignet, était conduite vers un véhicule de la police. En apercevant John penché sur le chien, elle lâcha avec mépris. « Vous vous préoccupez d'un stupide chien alors que vous n'avez aucune idée de ce que vous venez de détruire aujourd'hui. Vous avez failli tuer votre propre nièce », répliqua John, d'une voix froide, en tournant à peine la tête. « Vous n'imaginez pas les ramifications » rétorqua Barbara, haineuse. « Les documents de Robert n'incriminent pas que Eagle Timber, ça va jusqu'aux plus hautes sphères, y compris l'administration de l'État. C'est pour ça qu'ils l'ont fait taire. Et c'est pour ça que je voulais Sophie. » John accusa le coup. « Vous en aviez besoin en vie pour retrouver les derniers documents que Robert avait cachés, ouais, c'est ça ?» Barbara ricana, ses yeux vrillant John comme un défi. « Bien sûr, mon frère, ce stupide idéaliste, avait tout raconté à Sophie, comme si c'était un jeu, et j'avais besoin qu'elle me révèle l'endroit exact. J'aurais pu la tuer dès le départ, mais je craignais qu'elle soit la seule à connaître sa planque. » Ellis, excédée, la poussa dans la voiture. « Ça suffit, Miller, on vous remet aux fédéraux. » John se pencha de nouveau sur Max. L'hélico secondaire se posa enfin en contournant le foyer d'incendie. Des ambulanciers et un vétérinaire improvisé s'occupèrent de le charger sur une civière de fortune. John gardait la main sur lui, murmurant « Tiens bon mon chien, Sophie compte sur toi. » Ce fut une longue attente pour John au County Hospital. On l'informa que Sophie avait été opérée, sa blessure au bras n'était pas critique, mais elle avait perdu assez de sang pour nécessiter une surveillance en soins intensifs. Elle était réveillée, néanmoins extrêmement fatiguée. Quant à Max, on l'avait transféré dans un centre universitaire vétérinaire à 1 heure de route. 2 balles, l'une dans la patte arrière, l'autre plus dangereuse dans le flanc, avaient fait des dégâts internes. On l'avait opéré et il était dans un état jugé préoccupant. Il lui faudrait des soins intensifs pour espérer survivre. John passait d'une salle d'attente à l'autre, craquant parfois nerveusement ses doigts.
Sarah Martinez le rejoignit avec 2 cafés et s'assit près de lui. « Sophie est stable », l'informa-t-elle. « Elle a un gros pansement, mais pas de séquelles irréversibles. On parle déjà de la faire sortir peut-être d'ici 2 jours si elle ne fait pas d'infection. » John acquiesça soulagé. « Et Max ?» Sarah soupira. « Pour l'instant, il s'accroche. Les médecins vétos ont réparé ce qu'ils pouvaient. Mais l'infection reste un gros risque. Il a perdu beaucoup de sang. » Le temps coulait au ralenti. Brennan, de son côté, rapporta des nouvelles de l'enquête. On avait assez de preuves pour poursuivre Barbara et ses complices pour kidnapping, tentative de meurtre, complot, crimes environnementaux. La juge refusa toute possibilité de libération sous caution pour Barbara. Plusieurs figures politiques impliquées dans le scandale Eagle Timber venaient de démissionner devançant le scandale à venir. On découvrait également que Sophie était potentiellement la détentrice d'autres données cachées. Des copies de secours que Robert aurait mentionnées dans ses messages. Le FBI imposa une sécurité renforcée autour d'elle par crainte de représailles. « Et la suite pour Sophie ?» demanda John la gorge serrée. « Ses grands-parents maternels ont été contactés », expliqua Sarah. « Ils vivent en Floride. D'après les premiers retours, ils sont à la retraite, enseignant à la base, apparemment bouleversés par la mort de leur fille. Ils ont déposé une requête pour récupérer Sophie. » John sentit un creux au ventre. Il s'en était douté, mais il redoutait d'en parler. « Ce sont des gens bien ? Il paraît qu'il n'avait plus beaucoup de contact avec Elisabeth depuis son mariage, mais je n'ai rien lu de négatif sur eux. S'ils obtiennent la garde, ils voudront sûrement ramener Sophie en Floride. » Quelques heures plus tard, John put enfin rendre visite à Sophie. Elle était perfusée, un lourd bandage sur le bras, et avait insisté pour qu'on la laisse éveiller, refusant tout sédatif. À la vue de John, elle tendit faiblement la main, l'air de demander « Où est Max ?» Sa première pensée, toujours, allait à son protecteur. « Il est encore à l'hôpital vétérinaire », murmura John, s'approchant de son lit. « Les médecins font de leur mieux pour qu'il se rétablisse. On pourra peut-être y aller demain si tu te sens plus forte, pour lui rendre visite. » Les yeux de Sophie s'emplirent de larmes, trahissant une multitude d'émotions. Elle attrapa son carnet posé à côté et écrivit d'une main tremblante « Il a besoin de moi pour guérir. » John sourit, la gorge serrée. « Je le pense aussi. Ils disent-nous souvent que la présence d'une personne aimée peut aider un chien à se battre pour vivre. On ira le voir, promis. » Il resta un moment auprès d'elle, la tenant par la main. Plus tard, Sarah l'entraîna dehors. Il apprit que les grands-parents maternels étaient déjà dans l'état et devaient arriver le lendemain au plus tôt. Forcément, on souhaitait les faire rencontrer Sophie, évaluer la situation, etc. Le sentiment d'une fin inévitable serra le cœur de John. Dans un cadre légal, 2 retraités de Floride, parents d'Elisabeth, auraient bien plus de droits qu'un garde forestier sans lien de sang. Il était prêt à se battre, mais les chances étaient minces. Le lendemain matin, John trouva Sophie en train de dessiner quelque chose à la table de nuit, malgré sa perfusion. Approchant, il réalisa qu'elle essayait de reconstituer un plan, celui de sa chambre à la station, avec elle, John et Max, un foyer recomposé. « Sophie », murmura-t-il, « j'ai discuté avec tes grands-parents. Ils sont déjà en ville. Ils voudraient te rencontrer. Ils espèrent que tu viennes vivre chez eux en Floride. » La fillette laissa tomber son crayon. Ses doigts serrèrent la feuille où elle venait de dessiner le lit, la petite lampe, le panier de Max. D'un regard, elle exprimait toute sa détresse. « Je ne veux pas partir. »« Je sais, » soupira John. « Mais ce sont tes grands-parents, ta famille. » Sophie se mit à pleurer silencieusement. Elle attrapa fébrilement son carnet et écrivit « Toi et Max êtes ma famille ». Le coup au cœur fut terrible pour John. Il la serra délicatement contre lui, conscient qu'elle avait un bras blessé. « Je ferai tout ce que je peux, promis, pour qu'on reste ensemble, nous 3. Mais il y a des lois et on ne peut pas les balayer d'un revers de main. » Le reste de la journée fut marqué par la visite de l'agent Brennan, un bras en écharpe, qui les informa qu'il soutiendrait la requête de John pour une prolongation du placement. Tant que Barbara et ses complices ne sont pas tous arrêtés, il y a un risque pour Sophie. Le FBI peut recommander une mesure de sécurité spéciale. « Merci », répondit John, touché. Finalement, en milieu d'après-midi, une autre nouvelle. La vétérinaire responsable de Max acceptait une rapide visite de Sophie, si son état le permettait. Or, Sophie s'agitait déjà dans son lit, luttant contre la douleur, suppliant presque qu'on l'emmène voir son chien. Les médecins autorisèrent un transport surveillé. Alors, John organisa le trajet. Un agent fédéral, un infirmier, et lui-même embarquèrent Sophie dans une ambulance jusqu'à l'hôpital vétérinaire de l'université voisine, où Max était en soins intensifs.
Max avait survécu à la nuit, ce qui était le premier cap critique. Mais quand Sophie arriva dans la salle stérile où il reposait, elle le trouva branché à toute une batterie de machines, perfusion dans la patte, bandages épais sur le flanc. Son pelage rasé sur de larges zones laissait voir des cicatrices. Il était squelettique, affaibli, luttant pour respirer. La vétérinaire, une certaine Drechen, prit soin de tout expliquer. Il a subi de graves lésions internes. On a fait de notre mieux, mais il reste un risque d'infection et de complications. Ceci dit, j'avoue qu'il se bat avec un acharnement que je n'ai pas vu souvent. Il tient à vivre, c'est évident. Sophie s'approcha en fauteuil roulant, la tête encore tournée par l'anémie. Lorsqu'elle fut assez près, Max remua faiblement la queue. Le chien, malgré son état comateux, la reconnaissait. De la main, la fillette effleura son museau puis ses oreilles en tremblant. Elle posa alors le front contre lui, restant immobile. John, témoin de la scène, sentit son cœur se serrer à nouveau. Le silence dans la pièce n'était troublé que par le bip des machines. « C'est bien » murmura la vétérinaire. « Parlez-lui ou restez simplement à côté de lui. Les animaux ressentent notre présence. » Sophie, de sa main valide, attrapa son carnet et rédigea « Max, reviens, je t'attends ». Puis elle posa la note près du chien afin qu'il la voie. Elle ne pleurait pas. C'était un chagrin plus profond, comme si elle lui insufflait la force de s'accrocher. John, le regard embué, s'agenouilla derrière elle et passa un bras protecteur autour de ses épaules. « Il va se battre » souffla-t-il. « Il sait que tu l'attends. » Après un long moment, l'infirmier indiqua qu'il fallait rentrer. Sophie, exténuée, laissa reposer sa joue contre la fourrure de Max quelques secondes supplémentaires, puis on l'aida à se relever, la ramenant vers la sortie. Au dernier instant, Max redressa légèrement la tête, émit un son à mi-chemin entre un gémissement et un aboiement sourd, comme pour lui dire « Je suis là ». Les yeux de la fillette brillèrent d'une intensité particulière, comme si cet appel résonnait au plus profond d'elle. Le lendemain, Barbara Miller fut inculpée pour complot, enlèvement et tentative de meurtre. L'affaire fit les gros titres. Une sombre histoire de corruption déjouée par un ranger, un chien policier à la retraite et une fillette muette. Sophie resta hospitalisée quelques jours de plus, puis regagna la cabane de John, sous haute sécurité renforcée par le FBI. Quant à Max, sa convalescence fut lente mais encourageante. Chaque visite de Sophie semblait raviver sa volonté de vivre. 2 semaines plus tard, il put quitter les soins intensifs. Sophie l'accueillit avec un sourire radieux, prenant soin de lui avec une douceur infinie. Restait la question des grands-parents. Le juge devait trancher sur la garde. Lors d'une première rencontre, Sophie se montra méfiante, mais les 2 aînés, sincères, évoquèrent des souvenirs de sa mère, exprimant leur peine et leurs regrets. Max, à ses pieds, observait en silence. Au final, un compromis fut trouvé. Sophie resterait chez John, ses grands-parents venant régulièrement. Ils comprirent qu'arracher Sophie à ce foyer reviendrait à la blesser davantage. Devant l'attachement profond entre elle, John et Max, ils choisirent de respecter son besoin de stabilité. Quand elle apprit qu'elle ne partirait pas, Sophie laissa échapper un sourire, sa main s'enfonçant dans le pelage de Max. Le chien, lui aussi, semblait soulagé. Les mois suivants consolidèrent leur petite famille. Sophie, peu à peu, retrouva sa voix. Un jour, elle murmura timidement à John « Papa, je veux voir la rivière ». C'était sa première vraie phrase. John en fut bouleversé. Max, fidèle témoin, aboya de joie. L'enquête confirma que Sophie détenait, cachée dans sa peluche, une microcarte contenant les preuves réunies par son père. Ces données impliquaient directement Barbara et ses alliés, déclenchant une vague d'arrestations dans les milieux politiques et industriels. L'affaire marqua un tournant dans la lutte environnementale régionale. Avec le soutien de Sarah et Brennan, John obtint la garde prolongée de Sophie. Ses grands-parents, désormais apaisés, devinrent des figures bienveillantes. La fillette, elle, continuait à s'épanouir, entourée de la forêt, de Max et de John. Un matin, John la trouva sur le perron, regardant l'aurore. Max dormait sur ses genoux. « C'est beau » murmura-t-elle. « Oui » répondit John. « Comme chaque jour ici. » Elle tourna vers lui un regard tranquille. Il comprit sans un mot, elle était chez elle. Un foyer improbable, mais indestructible. Et Max, posant sa patte sur sa jambe, scella ce pacte silencieux. Le plus dur était derrière eux. Le reste de leur vie pouvait enfin commencer. J'espère que cette histoire vous a touché autant qu'elle nous a fait vibrer. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like. Partagez aussi dans les commentaires ce que vous retenez de cette incroyable aventure. Que vous soyez à Paris, à Montréal ou ailleurs, dites-nous d'où vous regardez et ce que vous pensez de la force du lien entre Sophie et Max.
On se retrouve très bientôt pour un nouveau récit riche en émotions.